Être à chaud là les premières statistiques qui ont été publiées ce matin à New York avant l'ouverture, notamment ce chiffre d'inflation pour le mois de juillet. On a l'impression qu'on a une légère décélération, enfin toujours ce manque de dynamique, on va dire, au niveau de l'inflation aux États-Unis en l'occurrence. Oui, et c'est même difficile de parler d'inflation parce que j'ai regardé la composition de l'indice. Il y a une vingtaine de postes et les deux seuls postes où il y a une petite hausse des prix, c'est le logement et la santé. Tout le reste, c'est une baisse des prix, évidemment l'énergie, mais aussi la nourriture, aussi les transports, etc., etc. Donc, ça n'envoie en tout cas pas un signal d'urgence à la Réserve fédérale, d'où le mouvement du dollar ce matin qui s'affaiblit. Je pense que ça va être très intéressant de voir comment la Fed à Jackson Hole va réagir à ces chiffres. Oui, c'est intéressant. Enfin, il y a déjà eu des premières réactions parce qu'au moment où étaient publiés ces chiffres d'inflation, on a le patron de la Fed de New York, je crois, Bill Dudley, qui s'exprimait, Grégory, qui veut y croire encore. Hein. Septembre, ça reste possible. C'est le message qu'apporte cet après-midi Bill Dudley. Mais comme vous le disiez, enfin, le marché n'y prête quasiment aucune attention. Là. Oui, et c'est le gros problème parce que on peut même imaginer la Fed de se réunir et qu'ils veuillent tous monter les taux au mois de septembre. Ils ne le feront pas si le marché n'est pas un peu prêt parce que le pire, je dirais, cauchemar de la Fed en ce moment, et depuis des années en tout cas, c'est de surprendre les marchés. Il faut se souvenir de Temper Tantrum. C'était une surprise au moment où Bernanke avait dit que les taux allaient maintenant peut-être monter, qu'en tout cas on arrêterait les achats d'obligations et quantitative easing. La dernière des choses que la Fed veut, c'est effrayer les marchés. Donc il faut vraiment que où les marchés se rapprochent d'un consensus sur une hausse des taux, où il n'y aura pas de hausse des taux tout simplement. Et ça avait été cette période en 2013. Alors ça remonte déjà un petit peu, mais cette crise de nerfs des marchés, cette crispation des marchés effectivement autour des premières mesures de resserrement de la Fed, enfin de moindre liquidité en tout cas au niveau des injections de la Réserve fédérale américaine. Un mot aussi peut-être, Grégory, de cette bataille qui est en train de se jouer pour la place de numéro 1 mondial des gaz industriels. Il y a quelques mois, c'est le français Air Liquide qui allait acheter une société américaine qui s'appelle Airgas. Là, semble-t-il, c'est un autre groupe américain dans ce secteur des gaz industriels qui est à la manœuvre. Oui, ça se passe entre Praxair et Linde. Ça correspondrait à environ une fusion de 30 milliards de dollars. Mais maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous avez les 4 plus gros acteurs qui fusionnent, j'ai pas besoin vraiment d'insister, ni d'être un devin pour voir que les départements de la justice et du commerce vont regarder au niveau antitrust d'une façon très 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 détaillée ce deal, et peut-être aussi revoir en fait le deal de Air Liquide qui a toujours besoin évidemment d'autorisation. Actuellement, consolidation n'est pas forcément bien vue à Washington. Oui, ça veut dire que voilà, dans l'environnement politique actuel, si l'affaire doit se conclure, ça se fera forcément à des conditions très restrictives. Voilà, exactement. Ils vont devoir, les deux compagnies, dans ce cas-là, Praxair ou Linde, vont sûrement devoir vendre des secteurs d'activité. Donc, c'est pour ça que le deal n'est pas fait et qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui pourraient l'empêcher de se faire. Mais en tout cas, comme je le dis, si ce deal se faisait, ça serait un très gros deal, une très grosse fusion, mais avec un très gros point d'interrogation au niveau antitrust. Au niveau concurrentiel, effectivement, et on le rappelle, c'est pas fait. C'est le Wall Street Journal qui rapporte que les deux groupes en sont d'ailleurs au stade des discussions préliminaires donc entre Praxair l'américain et l'allemand Linde. Ça joue quand même sur les cours de bourse puisque le titre Linde progresse de 9% cet après-midi à Francfort. On parlait de l'inflation. Merci beaucoup Grégory, on vous retrouvera après l'ouverture tout à l'heure dans une demi-heure depuis New York. Et puis on parlait de l'inflation aux États-Unis. On a eu un chiffre d'inflation en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni même précisément, pour le mois de juillet toujours, Audrey. Oui, l'inflation a légèrement accéléré à 0,6% sur un an en juillet. De cotation à New York. Et on retrouve à nouveau Grégory Volokin en duplex depuis New York. Bonjour Grégory, le président de Mescard Financial Services. Il y a pas mal de choses à commenter. Alors, un mot peut-être, là j'étais en train de détailler ce qui se passait dans le secteur des gaz industriels. Donc on a cette information de presse selon lesquelles l'américain Praxair discute pour envisager peut-être le rachat de l'allemand Linde. Linde bondit à Francfort, normal, ce serait potentiellement l'entreprise qui serait rachetée. Mais on voit que le marché salue la nouvelle également du point de vue de l'américain Praxair. Oui, absolument. Et il y a une minute, les deux compagnies ont confirmé donc qu'elles étaient en discussion. Donc c'est plus des rumeurs.
La question, c'est qui va acheter qui, et ce qui semble le plus probable en fait, c'est que ce soit ce qu'on appelle une fusion d'ego avec un échange d'actions, et peut-être que la prime qu'on voit actuellement sur l'Inde va un peu diminuer. Si en fait c'est un échange d'actions, il n'y a pas de raison que ce titre bondisse autant. Mais en plus, il faut vraiment souligner le risque antitrust suite à cette fusion, si elle se fait, d'autant plus que à cause de Air Liquide et Airgas qui ont déjà fusionné, et ça a été accepté par les autorités antitrust, le secteur s'est déjà bien consolidé. Donc le point d'interrogation, c'est est-ce qu'il y a un deal, mais le deuxième point d'interrogation, c'est est-ce que ce deal peut être autorisé par les autorités antitrust dans la plupart des pays. Et au minimum, vous nous le disiez tout à l'heure, les conditions seront relativement sévères. D'ailleurs, est-ce que le deal entre Air Liquide et Airgas, qui a été annoncé en fin d'année dernière et qui a été finalisé au mois de mai, est-ce qu'on peut imaginer que ça a été un élément déclencheur des discussions entre l'autre américain Praxair et l'allemand Linde, Grégory? C'est exactement vrai, je dirais. Et pourquoi? C'est-à-dire que on juge toujours les compagnies les unes par rapport aux autres. Et à cause de son acquisition très importante aux États-Unis, Air Liquide, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Ils vont faire ce que toutes les compagnies font quand elles font une acquisition, c'est de développer des synergies. Alors synergie, c'est un mot très vague. Qu'est-ce qui se passe en général? Mais c'est surtout faire du cost cutting, baisser les coûts, réduire les équipes, réduire le nombre d'employés, ce qui fait qu'en général, après une grosse fusion, les chiffres, en tout cas pendant une année, ont l'air d'être très très satisfaisants au niveau de la croissance. Et il faut pas l'oublier, ce que les dirigeants d'entreprise ont envie, c'est d'être récompensés par le marché. Donc c'est peut-être ça qui pousse Linde et Praxair, une logique industrielle, moi je veux bien, mais aussi une logique de bourse pour leur permettre d'effectuer tout ce qui peut rendre leur titre plus attractif dans l'avenir. Bon, voilà pour ce secteur des gaz industriels, donc qui serait fortement concentré effectivement si l'affaire était conclue entre Praxair et Linde. Il resterait grosso modo 3 grands acteurs qui se partageraient ce marché des gaz industriels au niveau mondial. Un mot du secteur immobilier peut-être aux États-Unis, toujours très suivi. Donc on a eu des chiffres pour le mois de juillet, et puis si je m'en fie au discours de Home Depot, ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc Home Depot, le numéro 1 de la maison et les accessoires et fournitures de maison aux États-Unis, qui relève ses objectifs pour l'année. Absolument. Alors pourquoi est-ce que ça marche tellement bien pour Home Depot? Il faut voir une chose. Home Depot est très 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 lié à l'augmentation du prix des maisons, parce que si vous possédez une maison, vous n'avez pas forcément envie de la vendre. Par contre, si vous savez que son prix a augmenté, et aux États-Unis c'est une hausse sur l'année de plus de 5%, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, tiens, ma maison vaut un peu plus cher, je vais dépenser un peu d'argent, je vais refaire la cuisine, je vais refaire la salle de bain. Et c'est ça qui bénéficie le plus à une compagnie telle que Home Depot. Ça leur permet d'avoir une croissance des ventes de plus de 5%, une croissance des profits de 9%. C'est vraiment une des compagnies américaines dans la distribution qui marche le mieux. Je dirais même c'est la compagnie qui marche le mieux dans ce secteur. D'abord parce que le secteur est porteur, et deuxièmement parce qu'en fait, c'est très intéressant de voir que ces deux compagnies, Home Depot et Lowe's, qui sont dans le même secteur, sont pratiquement dans la distribution les seules compagnies qui ne peuvent pas être concurrencées par Amazon. Essayer d'acheter une plaque de marbre, une cuisine et des toilettes sur Amazon, très compliqué. Effectivement, ils sont un peu protégés, effectivement, un peu plus que les autres, effectivement, de cette concurrence du web et des ventes en ligne. Home Depot, qui ne fait pas grand-chose, mais c'est un titre qui est quand même déjà relativement bien valorisé, on va dire, sur les marchés américains. On reparle de Volkswagen et de l'affaire des moteurs diesel truqués. Donc tout ça a été jugé et traité par les tribunaux civils aux États-Unis. Et puis maintenant, on est en train de se demander si ça ne va pas être traité au niveau pénal, au niveau criminel. Oui, et c'est pas forcément, disons, une surprise, mais ça rajoute quand même un point d'interrogation par rapport à ce que Volkswagen va devoir payer. Il faut savoir, ils ont provisionné, je crois, 21 milliards d'euros. Le côté civil va leur coûter aux États-Unis déjà 15 milliards. Pourquoi pénal? Tout simplement que quand vous faites une fraude, si par exemple vous communiquez par email ou par courrier parmi vos collègues,
collègues, ça devient un cas qui regarde la justice. C'est plus du tout une question juste interne à la compagnie, ça devient quelque chose qui est tout à fait punissable par la loi. Donc peut-être que le département de la justice et Volkswagen vont arriver à ce qu'on appelle le Deferred Prosecution Agreement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la compagnie accepte de changer ses méthodes de travail, accepte de payer une amende, mais n'est pas poursuivie pénalement. C'est tout l'enjeu des négociations en ce moment avec le département de la justice. Donc c'est normal qu'il y ait ces rumeurs d'action pénale. Ça permet au département de la justice américain de mettre beaucoup de pression à Volkswagen pour une seule raison, ce qui intéresse le département de la justice comme tous les autres départements, c'est l'argent, pour pouvoir tirer le plus possible d'argent de Volkswagen. Souvenez-vous de BNP qui a dû payer enfin 10 milliards de dollars d'amende. Donc on va sûrement dans cette direction aussi avec Volkswagen. Bon, puis il y a une autre entreprise là, dans un autre secteur qui a, semble-t-il, quelques petits problèmes pour publier ses résultats. On le rappelle, c'est la règle, tous les trimestres. Voilà, c'est la grande cérémonie des publications de résultats d'entreprises aux États-Unis. Alors, entreprise qu'on connaît pas forcément et même pas du tout, pour tout vous dire, en France. Ça s'appelle Hain Celestial. Qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui se passe avec leurs résultats là? En fait, il faudrait la connaître en France parce que c'est le concurrent direct de WhiteWave. Et WhiteWave, c'est, vous vous souvenez, la compagnie qui vient de se faire racheter par Danone. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font justement de la nourriture organique, mais aussi beaucoup de boissons comme des thés, des tisanes, etc. Alors, problème au niveau de la comptabilité, c'est un peu toujours la même chose. C'est possible d'avoir des difficultés en interne quand on est une très grande compagnie, mais si on annonce qu'en fait nos comptes ne sont plus fiables parce qu'on a commis ou des erreurs ou peut-être on a violé certaines règles au niveau de la comptabilité, les investisseurs n'aiment pas trop. Donc vous voyez ce matin Hain Celestial en baisse de 25%. Qu'est-ce qui va se passer bientôt? En principe, ils vont sûrement republier leurs résultats sur quelques années. Tout ça, c'est une période difficile quand on est investisseur et les investisseurs en général, comme vous le voyez ce matin, ils se sauvent en courant. Ils prennent leurs jambes à leur cou, effectivement, en disant je reviendrai peut-être plus tard sur le dossier une fois qu'ils auront réglé leurs problèmes de comptabilité. Donc voilà, avec une publication de résultats qui a dû être reportée donc pour ces problèmes de comptabilité interne chez Hain Celestial. Et puis on suit toujours beaucoup ce que font les grands investisseurs aussi. Il y a quelques grands gourous, quelques grands noms de la finance comme ça qui sont ce qu'on appelle la smart money, la monnaie censée être, l'argent censé être intelligent. Et il y a cette nouvelle histoire entre Warren Buffett et Apple. Beaucoup de grands investisseurs sont passés chez Apple, parfois à tour de rôle. D'ailleurs, justement à tour de rôle. Là, en ce moment, c'est Warren Buffett qui s'est renforcé encore un petit peu. Alors, il est entré au capital au mois de mai dernier et il s'est renforcé, semble-t-il, dans les semaines qui ont suivi, puisque à fin juin, il avait une participation d'environ 1,5 milliard de dollars en actions Apple. Grosso modo, dès que c'est en dessous de $100, pour lui, c'est une zone d'achat là. C'est en tout cas l'impression que ça donne. Donc on pourrait se dire, mais c'est fantastique. Faisons confiance à Warren Buffett parce qu'en général, il a plutôt le nez pour les bonnes affaires. Sauf qu'il ne faut pas oublier aussi que il a fait des investissements très très mauvais ces dernières années, puisque il a beaucoup souffert, par exemple avec IBM, entre autres, mais dans d'autres dossiers aussi. On pourrait se dire, ok, Apple formidable, Warren Buffett est dedans. Et puis le même jour, on apprend quoi? On apprend que Carl Icahn, qui n'est pas non plus n'importe qui, a vendu toute sa position de Apple, et on apprend que George Soros, qui n'est peut-être pas non plus vraiment stupide, a vendu toute sa position de Apple. Donc vous le voyez, vous pouvez mettre d'un côté face à face un Warren Buffett et face à un George Soros et qui a raison, c'est l'avenir qui va nous dire. Mais en tout cas, ça montre une chose, c'est que Apple est toujours un titre qui est franchement non seulement bien orienté, mais a une place dans beaucoup de portefeuilles. C'est un titre qui n'est pas du tout cher, qui est bien moins cher que le marché. Si on enlève le cash, ça se vend à 10 fois les résultats. Il y a encore une forte croissance. Il y a une gamme de produits avec le iPhone 7 qui va sortir au mois de septembre. Enfin, tout ça, je dirais que Warren Buffett a sûrement bien senti que c'est le moment d'acheter Apple et puis surtout de rester dans le titre et pas de prendre les profits qu'il a déjà réalisés en quelques
quelques mois. Oui, effectivement, puisque le titre est remonté au-delà des $100, on est quasiment à $110 cet après-midi. Tiens, toujours à propos de ces grands investisseurs, vous avez cité George Soros. Là aussi, souvent on regarde. Alors en plus, George Soros, je crois maintenant, j'espère que je dis pas de bêtises, Grégory, mais il gère son argent à lui. C'est-à-dire qu'il est sorti du métier, il gère plus pour des clients, mais il gère son argent à lui. Donc ça prend aussi peut-être une importance un peu différente. Il a augmenté ce qu'on appelle des puts, c'est des produits optionnels, mais qui se permettent de se couvrir contre la baisse du marché. Et alors ce montant de ces produits-là a très nettement augmenté dans son portefeuille sur le marché américain. Absolument. Actuellement, c'est à peu près 10% de son portefeuille qui fait un pari sur la baisse du marché. Aussi, ce qu'il faut noter, c'est intéressant, c'est qu'en fait, le hedge fund de George Soros maintenant est devenu une compagnie familiale. Il n'a pas de clients externes, mais c'est un chiffre très très important. Mais surtout, c'est que Soros vraiment a repris la main de la gestion de ce fonds, parce qu'en fait, il y a un mois, le CIO, donc le responsable des investissements de son hedge fund, a tout simplement démissionné après 8 mois. Je ne pense pas qu'il démissionne parce qu'il n'était pas content de son salaire. Je pense qu'il démissionne pour la raison simple et propre que George Soros, qui était pratiquement en retraite au niveau de la gestion de son argent, a vraiment repris les rênes de son hedge fund, et qu'avec un pari négatif sur les marchés, peut-être que son gestionnaire principal le mois dernier s'est dit George Soros n'est pas forcément dans le bon sens, je préfère partir avant. Mais en tout cas, c'est notable, ça fait des mois que Soros est négatif, à tort. Ça sera peut-être d'ici l'automne qu'on verra s'il a raison. Merci beaucoup Grégory, merci d'avoir été avec nous chaque après-midi en duplex depuis New York. Voilà, vous nous apportez une précieuse lecture des informations qui font l'actualité sur les marchés américains. Le président de Mescart Financial Services aux États-Unis, avec des marchés US en retrait après une demi-heure de séance. On recule de 0,3% sur le Dow Jones.